Donc dans un calorimètre, on mélange une masse M1 d'eau à 15 degrés, une masse M2, là j'ai une coquille, à 220 grammes à 85 degrés, donc en gros de l'eau froide et de l'eau chaude, et donc on va inventer l'eau tiède. Donc quelle est la température finale? C'est la question du jour. Et alors on va voir que bon, selon qu'on néglige ou pas la capacité thermique du calorimètre, on n'a pas tout à fait le même résultat. Donc alors le protocole d'étude de ce genre de problème, donc de la calorimétrie, commence comme un peu en méca, il y a plusieurs étapes. Alors la première étape, ça va être de définir proprement l'état initial et l'état final. Donc on fait des petits dessins en disant que au départ, on a une masse M1 d'eau, donc M1 à T1. Je vais mettre grand T1 pour température en Kelvin, hein. C'est pareil, une variation de façon de température en Kelvin ou en degrés Celsius, c'est pareil. Si la température augmente d'1 degré Celsius, elle augmente aussi d'un Kelvin. Donc, et une masse M2 à T2. Voilà, ça c'est l'état initial, hein, les masses sont séparées. Et à l'état final, donc ça c'est initial. Et à l'état final, on a les deux qui sont donc M1 plus M2 à la température que je vais noter TE pour T équilibre final. Donc ça, la première étape, bien repérer ce qu'on fait, l'état initial, l'état final, ce qu'on cherche, ce dont on dispose, etc. Le 2, c'est définir le système. Alors le système, là, c'est généralement tout. C'est-à-dire la masse M1, la masse M2 et le calorimètre. L'avantage de tout prendre, c'est que si on prend tout, il n'y a justement pas d'extérieur, puisque on a dit que le calorimètre était isolé, et donc on maîtrise parfaitement les transferts thermiques. Si vous prenez que la masse M1, il faut savoir ce qu'elle va échanger avec la masse M2, et ça peut tout de suite devenir compliqué. Donc le plus simple, c'est de prendre justement tout sauf l'extérieur, quoi. Et donc après, on invoque justement le premier principe, entre guillemets un peu amélioré, donc premier principe, en précisant l'évolution. Donc je vais à ce moment vous préciser l'évolution, pour une évolution, donc monobar, ici elle est monobar, la pression extérieure est constante, et adiabatique, c'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a pas, que les parois sont parfaitement athermanes, et que il n'y a pas donc de transfert thermique avec l'extérieur. À ce moment-là, on a delta H du système, qui est égal à donc Q plus W haute, ça c'est le premier principe en version delta H, hein, donc pour une évolution monobar, qu'on a noté dans le cours juste avant. Donc là, on dit que c'est égal à 0, justement parce que c'est adiabatique, et le W autre, on n'a rien mis, on n'a pas mis de résistance chauffante, voilà, il n'y a pas de travaux particuliers effectués sur, il n'y a pas de turbines qui font tourner le fluide ou je ne sais quoi, voilà, 0. Et donc on a juste delta H du système qui est égal à 0. Donc ensuite on invoque l'extensivité de H, c'est-à-dire que ici, comme le système est composé en fait de 3 parties, hein, et que H est extensive, ça tombe bien, puisque si H est extensive, on va pouvoir écrire que c'est égal à delta H de la masse M1 plus delta H de la masse M2 plus delta H du calorimètre. Et donc tout ça, c'est égal à 0. Et ensuite, on développe, comme ce sont des phases condensées, hein, on sait que le delta H de la masse M1, c'est M1 fois la capacité thermique donc de l'eau, fois la variation de température. Alors là, attention, on suit bien la masse M1. La masse M1, elle passe de T1 à TE, donc sa variation, c'est TE moins T1. On fait pareil avec celui-là, donc M2, c'est de l'eau fois TE moins T2, et la capacité et la variation donc d'enthalpie du calorimètre, donc ce serait plus C du calorimètre fois donc TE moins, alors initialement il était à T1 puisqu'il était en contact uniquement avec la masse M1, puisqu'on rajoute après la masse M2. Donc au départ il était à l'équilibre avec la masse M1, donc à la température T1. Alors là j'ai mis C du calorimètre, c'est donc M
M, la masse du calorimètre, fois le C du matériau. Alors le matériau, dans la deuxième partie, la deuxième question, on le prend en aluminium, et on considère que le calorimètre pèse 50 grammes. Donc bon, on va mettre ça comme ça, M, c'est Al. Voilà, donc là, tout ça, cette somme-là est égale à 0. Hein. Et donc on a juste à isoler TE puisqu'on cherche la température finale. Donc je vais agrandir ma feuille. Après avoir isolé TE, on retrouve donc cette formule-là. Alors cette formule, si on la commente, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a simplement que la température finale, c'est le barycentre des températures T1 et T2 pondérées aux différentes capacités thermiques des matériaux justement qui ont ces températures-là. D'accord? Donc évidemment, on a ce calcul-là, vous le faites, hein, vous retrouvez cette expression-là. Je fais l'application numérique, donc vous voyez, je laisse les masses en grammes, hein, donc les capacités en joules par Kelvin par gramme. Les températures, je peux les mettre en degrés Celsius. De toute façon, je fais des différences, donc je regarde des variations de température, soit en degrés Celsius ou en Kelvin, c'est pareil. Et donc les capacités, je les ai juste adaptées en grandeur massique en grammes. Donc je fais le calcul, je trouve en gros, si je tiens compte de la capacité de l'aluminium, du calorimètre, je trouve température finale de 40 degrés. Et si je néglige la capacité du calorimètre, je dis bon, allez, le calorimètre pèse pas très lourd, et puis sa capacité est quand même bien plus faible que celle de l'eau. Bon, je retrouve à peu près la même valeur, je ne connais pas une erreur monstrueuse non plus. Donc souvent, quand la capacité du calorimètre n'est pas donnée dans l'énoncé, vous avez le droit de la négliger, hein, en disant bon le calorimètre généralement il est assez léger, le matériau qui le compose a une capacité bien plus faible que l'eau. On voit sur cette application que c'est relativement justifié. Et donc on a évidemment une température un peu surévaluée si on néglige la capacité du calorimètre, puisque le calorimètre il est un peu froid, donc forcément il tire vers le bas la température finale. Bon, évidemment là cette formule barycentrique, le commun des mortels ne l'écrit pas comme ça, mais en tout cas si on mélange 1 kg d'eau à 10 degrés avec 1 kg d'eau à 30 degrés, on sait qu'à la fin on a 2 kg d'eau à la moyenne, hein, donc 20 degrés. Donc là la moyenne elle n'est pas pondérée à 50-50, hein, puisqu'on n'a pas pris les mêmes masses, mais voilà, l'idée ça reste un barycentre. Donc pour le protocole de résolution, hein, je vous l'ai clairement fait, hein, on a 4 étapes, hein, état initial, état final, bien comprendre ce qui se passe. Deuxième étape, donc donner le système. Troisième étape, décrire l'évolution, et ensuite remplacer par les expressions de delta H en invoquant l'extensivité, voilà, et isoler donc la température ou ce qu'on recherche. Et là l'exo peut être posé à l'envers, on connaît la température finale, trouver la capacité de l'aluminium ou de l'eau, je ne sais quoi, d'accord? Donc ça peut être fait dans les deux sens, hein. Donc ça, à méditer. On va regarder l'exercice suivant.